Voilà. Bienvenue dans The Experiencers, la première émission produite par Accenture Interactive qui va venir vous parler tous les 2 mois du business de l'expérience. Alors évidemment, la crise sanitaire a accentué le champ de l'expérience client au point que cela devienne quasiment une culture. Hier, l'apanage des directions marketing. Aujourd'hui, l'ensemble des organisations doit repenser tout son business au prisme de l'expérience. C'est pour ça qu'on a fait appel à 2 personnalités qui, a priori, n'ont aucun point commun pour qu'elles viennent débattre, partager, voire parfois se confronter sur le sujet de l'expérience, la façon dont ils la voient et surtout la façon dont ils la relient au business de l'entreprise. Je suis Olivier Mazeron, Managing Director chez Accenture Interactive et je vais vous accompagner à chaque fois dans tout ce chemin autour de l'expérience client, autour du business de l'expérience. Alors pour cette première, on a 2 personnalités incroyables. On a Gachou Chakret, qui est professeure de marketing à HEC, directrice pédagogique du master HEC Grandes Écoles et patronne de la chaire L'Oréal. On a Thierry Marx, le chef étoilé que tout le monde connaît. C'est un entrepreneur multirécidiviste et c'est avant tout, en tout cas c'est ça qui nous paraît important, un formidable passeur, un transmetteur d'expérience. Alors pour que tout cela fonctionne, on sera accompagné systématiquement d'une professionnelle de la communication, la journaliste Charlotte Bricard. Alors vous le voyez, on est reçu ici par les équipes du CHAC Paris. C'est un lieu qui nous inspire et qui, j'espère, vous inspirera aussi. Bonjour, Gachoucha. Bonjour Charlotte. Enchantée. Bonjour, Bonjour, chef. Merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Et on a la chance d'être réunis, même le luxe d'être réunis aujourd'hui pour parler d'expérience. Vos 2 expériences sont très différentes, forcément. À ma droite, un chef d'entreprise. À ma gauche, une professeure émérite, la meilleure professeure de marketing d'HEC en 2018 dans vos expériences. Qu'est-ce qui, dans toutes vos expériences passées, a fait le succès que vous rencontrez aujourd'hui, Gachoucha, par exemple ? Alors moi, ce qui a fait ma réussite probablement, ou en tout cas ce qui m'a permis de m'épanouir et d'obtenir ce prix de meilleur prof, ça a été de découvrir qu'en fait je ne me voyais pas du tout comme une professeure, mais comme, alors j'aime à m'appeler talent raiser, c'est-à-dire quelqu'un qui élève les talents, qui aide les étudiants à se découvrir. Et donc ce qui a fait vraiment la différence, c'est le moment où j'ai compris qu'on me donnait un talent en début d'année, que je devais contribuer à façonner et à révéler. Et ensuite, je donnais ces talents en relais à l'entreprise. Thierry Marx, est-ce que je vous appelle chef ou je vous appelle Thierry d'abord ? Thierry, c'est très bien. Est-ce que vous, un peu de la même façon, Gachoucha dit que ce qui a fait d'elle son succès, c'est de ne pas être prof. Est-ce que vous, ce qui a fait votre succès, c'est de ne plus être chef, de faire un pas de côté ? Oui. Alors, je vais répondre clairement oui. J'ai croisé la route d'un grand personnage du monde de l'entreprise et qui m'a dit quelque chose de façon assez brutale d'ailleurs, j'aurais pu le prendre comme quelque chose de brutal, qui m'a dit « vous êtes un bon artisan, mais vous êtes un très mauvais manager, donc il faut apprendre ça ». Et il m'a permis de prendre cette passerelle, de comprendre le management humain sans pression excessive. Et il m'a fait passer du statut de chef, artisan, ma passion reste la cuisine, au statut de chef d'entreprise et d'observateur de la société pour être en capacité de détecter des signaux faibles. Et je pense que je lui dois beaucoup sur mon expérience, encore aujourd'hui, d'avoir fait un esprit, de m'avoir aidé à devenir un esprit plus ouvert, plus large et d'apprendre aussi beaucoup des autres pour construire mon parcours. Faire des pas de côté finalement. Faire des pas de côté dans la bonne vieille métaphore que j'utilise tout le temps, la stratégie de la libellule. Quand il y a une difficulté, on va à droite, on va à gauche, on monte, on descend, on change d'axe cognitif, mais mécaniquement, on ne recule pas. Une libellule, quand elle recule, c'est pour se reproduire et mourir. Donc elle ne recule pas face à l'obstacle, mais on fait des pas de côté, effectivement. C'est le cas aussi en marketing, du coup, quand les marques sont confrontées à des difficultés, est-ce que la stratégie de la libellule fonctionne ? Oui, en fait, j'ai écouté le chef et je me disais finalement, un chef qui fait un pas de côté, c'est un chef qui a une approche de stratège marketing, c'est-à-dire qui regarde les signaux faibles, les tendances, les tensions éventuelles,
sociale, sociétale, sociologique sur un marché. Et c'est là en fait que va se créer la bonne idée, la valeur, la petite chose en plus qui va faire la différence et qui va faire le nouveau produit, la nouvelle offre, la nouvelle expérience et qui va être pertinente pour les gens, la société, les utilisateurs. Mais c'est vrai dans ce qui est évoqué, parce que c'est très juste. Aujourd'hui, le flux est tellement fort que c'est très difficile de créer une empreinte. Et l'aide du marketing aujourd'hui, qui ne peut plus être un marketing, à mon avis, que cosmétique, que d'images sur papier glacé, mais que derrière ce marketing, il y ait une vérité qu'on puisse quasiment toucher du doigt. Et c'est pour ça que je parle souvent d'empreinte avec mes jeunes collaborateurs. Écrivez votre signature de cuisine, votre personnalité compte beaucoup, mais soyez en capacité de maintenir cette empreinte durablement. Alors, tout ce qu'on a vu et connu dans les années 80-90 sur des marketing extrêmement forts, extrêmement imagés, avec des choses qui étaient finalement sur papier glacé, mais que derrière, il n'y avait rien à vérifier. Aujourd'hui, on n'a plus le moyen de ce vide qui serait derrière un marketing malmené. C'est pour ça que je vous écoute beaucoup là-dessus, sur la capacité à créer une empreinte et une véritable signature qui sera sustainable, vraiment durable, quoi. Ouais. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'excellence de l'expérience offerte par les marques? Quel domaine, quelle marque en particulier pourrait l'incarner? Alors il y en a beaucoup. Et, alors l'excellence de marque sur l'idée de signature, ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, qui est très tendance en marketing et qui est très légitime. L'idée c'est d'avoir vraiment une identité qu'on va imprimer dans le long terme. Pourquoi? Parce que l'identité imprimée dans le long terme va créer un héritage, une legacy. Et c'est sur cet héritage et cette legacy qu'on va pouvoir raconter des histoires, mais aussi faire sens et mobiliser les gens sur des grandes valeurs. Donc les grandes valeurs, qu'est-ce que c'est? C'est est-ce que j'ai envie d'être un bon père de famille? Est-ce que j'ai envie de changer le monde? Est-ce que j'ai envie d'être heureux? Est-ce que j'ai envie d'être le plus riche et d'embêter tout le monde? Donc ce sont les grandes valeurs. Et c'est vrai qu'impacter, imprimer une identité, que ce soit pour un chef, que ce soit pour des gens en cuisine, que ce soit pour des marques, imprimer une identité, c'est assurer une pérennité et la possibilité d'un discours autour des valeurs. Et donc pour répondre à la question sur qu'est-ce qu'une expérience qui serait une expérience excellente, à mon sens aujourd'hui on a une espèce d'évolution, de changement. Jusqu'à présent, la réponse automatique, surtout dans mon domaine, c'était soit c'est Disney, soit ça va être le Club Med, ou ça va être le luxe. Alors pourquoi? C'est qu'à chaque fois, on a des expériences qui sont des expériences qu'on dit waouh, donc elles provoquent une émotion, elles provoquent une présence. Oh, c'est très beau, je me sens très bien, ça sent très bon, c'est magique. Et dans le luxe, on a un peu l'accolade, ou on va dire la combinaison de tous ces éléments. La problématique que je vois aujourd'hui sur ces expériences, c'est qu'elles sont assez plaquées et assez artificielles, qu'on veut tellement faire bien, beau et waouh, qu'on oublie ce que le chef mentionnait tout à l'heure, qui est les signaux faibles et les changements. Ouais. Et les changements aujourd'hui qu'on voit, ce sont des changements qui sont très liés à qu'est-ce qui va faire résonner les gens, qu'est-ce qui va les faire rêver et qu'est-ce qui va leur donner un projet, une vision pour leur avenir et pour leur famille, leur carrière. Donc cette idée de grande valeur. C'est le problème qu'a rencontré la gastronomie, peut-être à un moment donné, justement? Oui, clairement oui. Je retiens deux mots, legacy et sens. Ouais. Et c'est quoi un bon produit? Et un bon produit, c'est d'être capable de mesurer son impact social et son impact environnemental, ce qui fait sa durabilité. Et effectivement, à un moment donné, dans la gastronomie, on perdait du sens. On englobait un petit peu une proposition produit sans en comprendre le sens et l'impact. Donc aujourd'hui, un bon produit, qui soit de la restauration, de l'alimentation, de l'univers très large de la gastronomie, on doit être en capacité de définir ce qu'est un bon produit, son impact social, son impact environnemental. Et quand on parle de l'univers du luxe, pour moi le luxe c'est la lumière sur le beau. Une très jolie planche de chêne, c'est déjà du luxe. Une très jolie charpente, c'est déjà du luxe. Et puis, de remettre dans le luxe, parce que quand vous atteignez un certain niveau social, vous êtes en permanence dans un univers de luxe, de beau, eh bien, qu'est-ce qu'il vous manque? À un moment donné, il y a un seuil. Et le seuil, c'est de remettre de l'humain. Et c'est ça qui fera l'expérience. C'est parce qu'à un moment donné, vous dites « Waouh, waouh le lieu, waouh la gastronomie, waouh tout ça », mais heureusement les hommes. Sinon, ce serait froid, un peu comme ici, ce serait plat. Exactement. Le lieu, mais donc, sans vous, rien du tout. Exactement. Donc c'est l'impact social et l'impact environnemental qui, à mon avis, vont faire la pérennité d'un produit, la pérennisation d'un produit, pardon.
Ce qui est intéressant, c'est que vous parlez de produit. À la base, c'est la base. Le produit, le service. Est-ce que finalement, cette nouvelle quête du Graal, qui est l'expérience client, dans lequel on entend à la fois le produit, mais aussi le parcours client, est-ce que ça vous surprend ? Ça s'autosuffit plus aujourd'hui, l'offre d'une... Alors, encore une fois, je reviens sur la lecture aujourd'hui numérique de l'expérience du client. Et on s'aperçoit à chaque fois, quand il y a une défaillance, elle est sur le produit, mais elle est rattrapée par l'expérience humaine. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui quand on parle d'expérience client, c'est de dire il n'y a plus d'erreur, il n'y a que des opportunités. Et dans ces opportunités, quand nous avons un petit souci avec un client, c'est d'explorer cette erreur et de ne pas en faire une dramaturgie, mais d'en faire une opportunité pour améliorer l'expérience client. Et à chaque fois, dans mon univers, je m'aperçois que la seule chose à améliorer, c'est de m'ouvrir à l'autre, de se dire « bienvenue chez moi, bienvenue chez nous, on est très heureux de vous recevoir ». Alors, on a failli sur la moquette qui n'était peut-être pas au ras bien mise, mais pardon, on s'excuse et on prend un café ensemble et on s'aperçoit que là, on a replacé l'humain au centre de l'expérience client. Et c'est vrai de l'achat d'une baguette de pain jusqu'à l'ultra luxe d'un palace, c'est que l'expérience client passera par l'humain. Et cette relation-là se pérennisera et pérennisera le produit, à mon avis. Gatoucha. Alors, ça va paraître un peu étonnant, mais en écoutant le chef, je pensais à une marque qui a gagné 300 millions d'utilisateurs en même pas un an et qui est radicalement fondée sur l'humain et la compréhension justement on appelle ça de façon très moche en marketing pain points, c'est TikTok. TikTok qui, pendant le confinement, a compris l'isolement des gens, le besoin de se retrouver en communauté, le besoin de s'amuser et le besoin de mettre de la légèreté pendant l'épisode Covid. Et ce que je trouve très intéressant dans cette idée de reconnecter, c'est que la reconnexion, elle passe uniquement par la compréhension de « Ok, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? On va s'arranger ». Et TikTok, c'est vraiment le message qui passe, c'est « Ok, là on a compris, on comprend ce qui ne va pas chez toi, la communauté est là pour te soutenir ». L'expérience Covid, pardon Thierry, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, mais effectivement, encore une fois, mais ça vient d'être replacé, mais l'humain au centre des choses, d'une boulangerie de quartier jusqu'à l'ultra-luxe d'un palace, eh bien, ce qui fera sens, c'est l'humain et cette hospitalité. Ne t'inquiète pas, je suis là. De toute façon, je vais répondre à tes attentes. Mais moi, humain, je réponds à cela. Et toute la magie est là. Plateforme digitale, donc c'est la plateforme digitale qui dit à l'humain, je suis là, retrouvons-nous ici. Mais c'est pas fou non plus de croire que le digital permet aussi de libérer du temps pour l'humain. Et l'outil numérique, l'outil digital ne doit pas remplacer l'humain, mais est un service de plus, un outil de plus pour l'humain, pour lui laisser du temps pour vivre avec les autres. Les uns avec les autres, jamais les uns contre les autres. C'est ce qu'on doit aussi construire dans le modèle managérial. Pour un monde meilleur, l'expérience inédite qu'on vit en ce moment, c'est le Covid, bien sûr. C'est quelque chose qui a tout changé, qui va probablement tout changer pour longtemps, si ce n'est pas pour toujours. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui concrètement, par exemple, pour vos élèves et leur programme? Qu'est-ce que vous ajoutez par rapport à ce qu'on traverse aujourd'hui? J'étais déjà convaincue avant le Covid que ce qui va faire la différence, c'est pas notre capacité à apporter du contenu. Et on avait une discussion très intéressante avec le chef sur est-ce qu'on apprend à nos étudiants ou à nos apprentis du contenu, c'est-à-dire à faire, ou est-ce qu'on les met les mains dans le cambouis et ensuite ils réfléchissent sur finalement leur apprentissage. Et j'étais déjà convaincue que le contenu, avec toutes les plateformes qui existent aujourd'hui d'apprentissage, n'était plus ce qui allait faire la différence et ce qui allait créer chez nous des gens qui s'insèrent dans la société. Donc ma conviction était qu'il faut plutôt apprendre un savoir-être, un savoir-faire et un savoir, le mot est très galvaudé depuis quelques mois, mais être résilient. Et donc ce que ça a changé dans mon approche, c'est de dire on va dédier une partie du programme non plus à donner du contenu parce qu'on le trouve n'importe où, on va donner aux étudiants la possibilité de se projeter et de savoir prendre l'incertitude, les risques, les coups durs et d'y faire face. Donc c'est
comment être un leader qui ne sera pas embêté par les risques et l'incertitude. Donc c'est apprendre à gérer ses émotions, c'est apprendre à avoir des routines d'excellence pour faire face à l'incertitude, c'est se dire que quoi qu'il arrive, on y arrivera. Et en fait, bizarrement, c'est pas quelque chose qui est naturel, c'est quelque chose qui s'apprend, surtout chez des jeunes qui ont entre 20 et 25 ans. Et force est de constater que ça fonctionne extrêmement bien. Donc c'est le savoir-être plutôt que le savoir tout court aujourd'hui. Complètement. Entièrement d'accord sur le savoir-être. Effectivement, on a une société, et notamment la génération un peu précédente, qui pensait que tout le monde pouvait répondre, qu'on pouvait aller chercher une responsabilité ailleurs que sa propre responsabilité. Et dans ce savoir-être, c'est apprendre à se construire en un être unique, solitaire, mais aussi solidaire d'une société. Cet angle droit qui finalement nous fait accepter la rectitude de nos choix et nous dire avançons, certes, je prends avec beaucoup de résilience toutes les problématiques que je peux rencontrer dans ma vie et je suis solidaire de mes collaborateurs, d'une société et finalement les uns avec les autres, jamais les uns contre les autres. Et je trouve que cette société telle qu'on l'a aujourd'hui, avec toute sa diversité, dès lors qu'on va replacer l'humain au centre du débat, dès lors qu'on va replacer l'être, l'individu, en sachant porter la rectitude de ses choix, eh bien, il sera solidaire avec cette société et il avancera. Mais encore faut-il qu'il puisse se construire et qu'on puisse avoir plusieurs publics. Il y a ceux qui apprennent pour faire, tes élèves, et puis mes élèves qui, eux, font pour apprendre. Ce qui forcément est une force collective qui devient une force extrêmement forte. Et c'est pour ça qu'à l'Université d'Orsay, le Centre français d'innovation culinaire permet aujourd'hui à des artisans de côtoyer le monde universitaire et le monde universitaire à se dire « Ah, c'est ça l'artisanat » et que finalement, ensemble, on ait un potentiel business qui soit extrêmement intéressant. Et ce que va nous apprendre aussi la Covid, c'est de dire « Est-ce que je pars toujours dans une consommation forcenée, une consommation qui finit par nous consumer d'ailleurs, ou est-ce que je pars vers des croissances en conscience ?» et donc de la consommation en conscience. Et là, toute l'approche marketing de ce modèle de consommation est intéressant de dire est-ce qu'aujourd'hui le public ne va pas vouloir consommer en conscience ? Autre chose, des marques avec aussi du savoir-être plus qu'une offre, c'est quand même un peu plus compliqué à vendre néanmoins. Alors en fait pas du tout, parce qu'on est complètement dans cette mouvance et on a pris en fait le train, ou plus exactement on essaie d'être leader sur la conceptualisation du marketing à HEC en disant on consomme moins mais mieux. Et de toute façon on n'a pas le choix parce que ça vient du consommateur. Le consommateur nous demande de consommer moins et mieux. Nos étudiants nous demandent de préparer des cours qui sont des cours qui font sens pour eux en tant que futurs managers et leaders, mais aussi en tant que futurs consommateurs. Et donc, il nous est demandé des théories et de la pratique qui permettent de remettre du sens dans la consommation, de limiter les approches matérialistes, de limiter l'overconsumption et de penser plutôt à comment est-ce qu'on peut améliorer le monde, comment est-ce qu'on peut développer des produits et faire du business et faire un impact en même temps et en réduisant ce qu'on appelle les externalités négatives, c'est-à-dire tout ce qui va polluer, abîmer les gens, la planète et les rendre plus pauvres. Mais est-ce que c'est pas des problèmes de riches ? Parce que bien sûr, on a tous envie de ça. Non, mais question. Non, mais alors, je suis pas d'accord avec ça. Et problème de riches, problème de pauvres. Le problème, c'est la théorie du low cost, le tout pas cher. Et ça, on entend ça depuis la monarchie. Comment nourrir les pauvres pas cher, comme ça ils ne se plaignent pas. Et plutôt que de dire on va les faire monter en compétences, les faire monter dans la hiérarchie sociale pour qu'ils se nourrissent mieux, pour qu'ils aient une vie meilleure. Donc moi je m'intéresse à faire monter dans la hiérarchie sociale ces personnes. Et puis deux, retenir que c'est la grande phrase de Warren Buffett qui dit le prix n'est pas la valeur. Et moi je prends toujours l'exemple de la baguette de pain. Une baguette de pain à 80 centimes d'euros, ça crée du flux dans votre magasin, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, pourquoi ? Parce que vous ne tracez pas une farine de qualité, donc une agriculture de qualité, vous ne payez pas une filière métier de façon intéressante et le client finit par payer cette baguette 3 fois. Une fois à la caisse, une fois pour se soigner et une fois avec ses impôts pour nettoyer les intrants chimiques qu'on a mis dans la terre. Donc ça n'a pas de sens. Donc il faut aider à la montée en compétences et la montée dans la hiérarchie sociale de tout le monde et de permettre de dire le prix n'est pas la valeur. Et ça, Warren Buffett n'est pas le plus grand philanthrope qu'on ait pu rencontrer sur cette planète, mais en tout cas, faire du revenu,
c'est pas indécent de permettre cette croissance, et encore une fois, je répète ce mot, croissance en conscience, n'est pas une vue de l'esprit, on devrait aller par ça. Mais arrêtons avec cette théorie du low cost, parce que pour moi, c'est la pire des théories qui est vécue, ne serait-ce que l'État français. Que la conception du savoir-faire français s'est érodée là-dessus, que ce soit dans l'artisanat, dans l'industrie, dans tous les secteurs d'activité. Le tout pas cher nous a conduit quasiment dans les années 90 à la ruine. Pas cher, trop cher. Pas cher, trop cher, c'est ce que disaient nos arrière-grands-parents. C'est vrai. Quand c'est pas cher, c'est que c'est déjà trop cher. En fait, c'est pas que c'est un problème de riches, mais si on continue comme ça va être un problème de futurs pauvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les entreprises ne se posent pas la question de l'impact environnemental, sociétal, social et économique, nous sommes tous des futurs pauvres. Exemple, si les entreprises du luxe, par exemple, ne se posent pas la question de la biodiversité, demain on n'a plus de parfum, demain on n'a plus de sac à main, on n'a plus d'habits et donc on n'a plus de luxe. Si on ne se pose pas la question dans le food de préserver les abeilles, on n'a plus de légumes. Donc c'est véritablement non pas un problème de riches, mais un problème de comment est-ce qu'on préserve les richesses à moyen et à long terme, et les richesses étant évidemment liées au business. Et là, je ne veux pas faire d'angélisme, mais si le business n'existe plus, ou si vous ne provoquez pas la conviction chez les top managers qu'il faut agir aujourd'hui dans un certain sens plus durable, plus inclusif, et ce en leur disant qu'il y aura un impact business positif à plus ou moins long terme, il n'existe plus rien. Donc non, je ne suis pas d'accord avec vous, Charlotte. C'est un vrai problème de très maintenant. contente qu'on ne soit pas d'accord. Je propose qu'on s'arrête sur ce désaccord qui va faire réfléchir les gens qui le regarderont. Avec une dernière question peut-être sur l'expérience ultime pour chacun d'entre vous. Thierry, qu'est-ce que ce serait? L'expérience que j'aimerais partager avec beaucoup, c'est l'expérience qu'on a eu la chance et qu'on a encore la chance de partager avec Thomas Pesquet, qui, au travers de cette préparation du vol spatial, nous avons fait un vol en 0G, nous avons beaucoup appris du premier vol spatial. Alors si j'avais pu emmener des millions de personnes dans ce vol en 0G, si j'avais pu faire participer des millions de gens sur les retours, les feedbacks qu'on a pu avoir de Thomas Pesquet sur l'état de la planète et ce que nous devrions faire pour la planète, je vous dirais, eh bien, il faut peut-être arrêter le bœuf carotte et passer au carotte bœuf. Gatchoucha, quelle expérience aimeriez-vous partager aussi dans toutes les expériences que vous avez vécues, peut-être quelque chose de plus humain, puisque Thierry rappelait l'importance de l'humain au-delà des entreprises? Moi, en étant prof, j'ai ça tous les jours, l'expérience humaine. Non, mais tu parlais d'expérience ultime, je réfléchissais et je me disais, à 80 ans, quelle serait l'expérience ultime que je voudrais avoir vécue? C'est d'avoir suffisamment de richesse, quelle qu'elle soit, que ce soit financière ou humaine, pour pouvoir rendre à la communauté. Ça, c'est le côté collectif. Et bon, après, tu sais bien, je te l'avais dit, le côté plus personnel, c'est un jour être toute seule sur Bandarga en plein hiver, les pieds dans l'eau. Voilà. Le grain de sable et le silence. Et le silence, exactement. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci Charlotte.